La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 28 avril 2025. Ça s'appelle ce matin, les haussiers s'accrochent. Les investisseurs ont en effet retrouvé leur libido la semaine dernière car ils font le pari que le plus dur est passé dans l'escalade de la guerre commerciale des États-Unis avec le reste du monde. Ils sont conscients bien sûr que les secousses ne sont pas terminées et que les dégâts larvés sont probablement déjà à l'œuvre, mais bon, ils font confiance à la Banque centrale américaine pour rectifier le tir le cas échéant. Cette approche pour le moins optimiste s'est reflétée dans le parcours des indices actions, dans le reflux de l'or et dans l'apaisement relatif du marché obligataire américain. Pour illustrer cela concrètement, c'est-à-dire cet appétit retrouvé pour le risque, voici ce que ça donne sur quelques indices occidentaux. La palme revient aux valeurs technologiques US, comme d'habitude, ce sont celles qui ont le plus d'effet de levier. Le Nasdaq a gagné 6,4% la semaine dernière. Une autre des valeurs sûres des derniers mois, c'est le DAX allemand. Il a confirmé ses bonnes dispositions, plus 4,9% la semaine dernière. Le S&P 500, l'indice phare de Wall Street, a gagné lui 4,6%. Du côté des indices européens hors DAX, eh bien on ne démérite pas. Le FTSE italien a gagné 3,8%. Le FTSE MIB italien a gagné 3,8%, le CAC 40 français 3,4% et du côté du SMI suisse, on est à plus 2,4% sur la semaine précédente. Le loser de la semaine, eh bien c'est l'OMX Copenhague, moins 1,2%, car le marché danois ne se remet pas de la chute de Novo Nordisk qui n'arrête pas de reculer, une chute qui coïncide d'ailleurs, pas de chance, avec l'obsession de la Maison Blanche pour le Groenland. Le Danemark est un petit peu le marché tricard du moment. Pendant que le bruit géopolitico-économique autour de la Chine et de l'Ukraine reste la toile de fond quotidienne des marchés, les publications de résultats d'entreprises continuent à tomber dru. Comme c'est souvent le cas en période de tension, les investisseurs ont tendance à chercher la confirmation de leurs craintes futures dans les chiffres immédiats des entreprises, et à ce stade, il faut bien dire qu'ils ne les trouvent pas, ce qui crée une vague de soulagement. Au premier trimestre, en effet, les bénéfices des sociétés ne portent pas encore la morsure du désordre commercial, et même au contraire, certains chiffres ont été dopés par des transactions de précaution avant l'arrivée des surtaxes douanières. Alors certes, la visibilité est réduite et les perspectives sont plutôt prudentes, mais les investisseurs se satisfont de la robustesse des publications du T1. Et là, je vais être un petit peu plus précis, les sociétés américaines sont un petit peu moins nombreuses que d'habitude à dépasser les attentes, 73% apparemment contre 77% en moyenne ces 5 dernières années, mais elles le font plus que d'habitude, c'est-à-dire que les dépassements représentent environ 10% de mieux contre 8,8% de mieux en moyenne sur les 5 dernières années. Ce sont des données de FactSet. En d'autres termes, pas de catastrophe visible à ce stade, d'autant que les projections pour le reste de l'année ont peu varié et pointent toujours vers une copieuse hausse des bénéfices annuels, en tout cas aux États-Unis. Et ça veut dire que les entreprises ont manifestement et pour le moment écarté le scénario d'une trajectoire économique cataclysmique aux États-Unis. À ce stade, 36% des sociétés du S&P 500 ont déjà publié. À la fin de la semaine, ce sera le double. Les pourcentages sont légèrement inférieurs en Europe pour les publications, mais les proportions sont globalement identiques. Les points à surveiller, eh bien, ils n'ont pas beaucoup varié sur les marchés financiers. Ce sont les relations commerciales sino-américaines, un potentiel accord ukraino-russe et le bilan de santé de l'économie américaine à travers plusieurs indicateurs importants. On aura par exemple cette semaine l'inflation PCE et l'emploi mensuel. Le tout bien sûr agrémenté d'une bonne dose de résultats d'entreprise, je viens d'en parler. Je pense qu'il faut regarder d'assez près ceux d'Apple cette semaine parce que le groupe est un peu l'archétype de l'entreprise de premier plan qui vend des produits prisés dont la dépendance à la Chine est encore très importante. On va continuer avec quelques brèves et les infos à connaître pour bien débuter la semaine. D'abord, la rencontre entre Zelensky et Trump à Rome aurait été, je cite, très productive. Tout dépend bien sûr de ce qu'on veut dire par productive. Comme personne n'en sait rien, on va se contenter de constater que les deux dirigeants n'ont échangé ni coup de poing ni câlin. Dans le domaine nucléaire, les États-Unis et l'Iran ont convenu de poursuivre leurs négociations dès aujourd'hui à Oman. Par ailleurs, Donald Trump a demandé la gratuité des canaux de Panama et de Suez pour les navires américains, évidemment. La société XAI Holdings d'Elon Musk, la déclinaison IA de l'ex-Twitter, serait en pourparlers pour lever 20 milliards de dollars auprès de plusieurs investisseurs, selon Bloomberg. Par ailleurs, l'organe chinois en charge de la planification nationale s'est dit pleinement confiant dans l'objectif de croissance du PIB de 5% cette année. Et l'Inde et le Pakistan sont toujours en bras de fer. L'Inde menace de couper l'approvisionnement en eau du Pakistan après l'attaque meurtrière qui a eu lieu au Cachemire il y a quelques jours.
Sur l'agenda macro de la semaine, mercredi, les premiers chiffres de croissance du T1 2025 tomberont pour la France, l'Allemagne et la zone euro notamment. On aura aussi l'inflation allemande d'avril en estimation flash et l'indice PCE américain de mars. Tout ça c'est donc mercredi. Jeudi, la Banque du Japon devrait opter pour le statu quo sur ses taux et vendredi, ce sont les fameux chiffres mensuels de l'emploi américain qui viendront clore un agenda assez chargé. Côté société, la saison des résultats bat donc son plein. En Europe, on aura Schneider, Novartis, Airbus, Total Energy ou UBS et aux États-Unis, Visa, Microsoft, Meta, Apple, Amazon et Eli Lilly, évidemment pour ne citer que les poids lourds de la cote. En Asie-Pacifique ce matin, le début de séance était plutôt poussif mais il a laissé la place à quelques gains. On a des hausses qui sont toutefois inférieures à 0,5% du côté du Japon, de Hong Kong et de l'Australie. Taïwan et l'Inde gagnent entre 0,7 et 1%. La Corée du Sud est à l'équilibre. Les indicateurs européens, eh bien, ils sont plutôt haussiers, en tout cas légèrement haussiers, même si les futurs américains évolue dans le rouge. Dans l'actu des sociétés, Airbus en France a finalisé un accord annoncé l'an dernier pour la reprise de certains actifs de Spirit Aero qui est racheté en parallèle par Boeing. Carrefour a obtenu le feu vert des minoritaires de sa filiale brésilienne Grupo Carrefour Brasil qui accepte d'être racheté. Lagardère, dont l'activité a progressé au T1, a confirmé un redressement fiscal sur 200 millions d'euros. La maison mère du groupe, c'est-à-dire Louis Hachette, démarre l'année sur les mêmes bases. Valneva a mis à jour sa recommandation concernant l'utilisation de son vaccin à dose unique contre le chikungunya suite à une notification d'effets indésirables graves chez des personnes âgées présentant des comorbidités lors de la campagne de vaccination en cours à La Réunion et à Mayotte. Et par ailleurs, Biofitis et Vernier repoussent la publication de leurs comptes. On a quelques publications d'entreprises aujourd'hui en France, Exosense, Crosswood, M2I, Vinpay, TME Pharma ou encore Account Développement. Dans le reste de l'Europe, Mediobanca a lancé une OPA sur Banca Generali dans le cadre d'une transaction évaluée à 6,3 milliards d'euros. DoorDash propose de racheter Deliveroo pour 180 pence par action. Ça représente une facture de 2,7 milliards de livres. Les deux entreprises sont actuellement en discussion. Banijay envisage une offre publique d'achat sur le britannique ITV. Ça, c'est une info du FT. Sky News révèle pour sa part que les dirigeants de HSBC, Lloyds, NatWest et Santander UK ont demandé au chancelier de l'échiquier de supprimer le principe de séparation de la banque de détail et des activités de marché au Royaume-Uni. Le conseil d'administration de Pirelli devrait approuver dès aujourd'hui un accord entre actionnaires visant à établir que le principal investisseur du groupe, l'entreprise chinoise Sinochem, n'exercera pas de contrôle sur le fabricant de pneumatiques. Ça, c'est une info du Messaggero. Saipem a remporté un contrat auprès d'Eni pour le projet CCS de Liverpool Bay au Royaume-Uni. Argenix a annoncé que le CHMP recommande l'autorisation de mise sur le marché de son Vyvgart pour le traitement de la PDIC. Elliott souhaite que BP modifie sa structure et limoge son directeur stratégique selon une source citée par Reuters. RWE a suspendu ses projets éoliens aux États-Unis. Jeff Hamilton est nommé directeur général de la zone Amérique de Nestlé et Unilever affirme ne pas avoir cherché à évincer le CEO de Ben & Jerry's et demande le rejet de la plainte qui a été déposée par sa filiale. On apprend aussi que Evonik a suspendu ses acquisitions pendant 2 ans, ça c'est une déclaration du PDG, et que AB Volvo va rapatrier de Chine en Belgique la production d'un petit SUV électrique. Sur l'agenda des publications du jour en Europe, Schneider, Deutsche Börse, Triton, Galp Energia et Puig. En Amérique du Nord, le fonds spéculatif Third Point de Daniel Loeb est en train de bâtir une participation dans Kenvue, selon Reuters. Huawei est en train de développer une nouvelle puce IA afin de rivaliser avec Nvidia, ça c'est le Wall Street Journal qui l'a sorti. Par ailleurs, le syndicat de Starbucks a rejeté la récente offre de l'entreprise d'augmenter les salaires de moins 2% par an. Et Nike a été assigné par des acheteurs de NFT et d'autres actifs crypto qui ont déclaré avoir subi des pertes importantes lorsque la société de vêtements de sport a brusquement mis fin à son activité dans les crypto-actifs. L'agenda des publications aux États-Unis, Welltower, West Management, Cadence Design, Roper, NXP, Brown & Brown, Nucor ou encore Domino's Pizza. Dans le reste du monde, Toyota pourrait racheter certains de ses fournisseurs clés, notamment Toyota Industries qui flambe en bourse suite à cette rumeur. Nissan souhaiterait mettre fin à la production automobile de son usine du Wuhan. Lynas Rare Earth refait ses comptes pour la viabilité de son projet aux USA et Brambles a revu à la hausse ses prévisions annuelles 2025. Sur l'agenda des publications en Asie, Hitachi, China Petroleum, Mitsubishi Electric, Ultratech Cement, Gris Electric, NEC, Ceres, SAIC ou encore Komatsu. C'est terminé pour ce point de marché du jour, le premier de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.